interroger, donc vous êtes peut-être déjà au bout du jour. Bon, ce que je vais vous présenter, c'est une recherche en cours qui devrait donner lieu à un livre, j'espère, d'ici quelques mois, un petit peu plus, qui donc cherche à s'interroger sur l'impact des pénuries d'énergie fossile et surtout de pétrole pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, la question se pose aussi pour le charbon qu'on consommait à l'époque énormément. On va y revenir, notamment avec les machines à vapeur, ferroviaires notamment. Mais pour le charbon, la pénurie existe pendant la guerre, mais est moins dramatique que pour le pétrole, puisque la France, traditionnellement, produisait moins de charbon qu'elle en consommait, environ 2/3 de sa consommation. Le reste était importé, notamment de Grande-Bretagne. Alors évidemment, ces importations s'arrêtent pendant la guerre. En plus, les Allemands nous en prennent un peu, notamment dans la production du nord de la France et a fortiori de la Lorraine. Mais il nous en reste. On a notamment du charbon dans le centre de la France, tout le bassin de Saint-Étienne, qui est encore important. Et du coup, la situation est moins dramatique que pour le pétrole, pour lequel on est dans une situation de pénurie presque totale, puisque, y revenir, on ne produit quasiment pas de pétrole, tout était importé, et en plus importé plutôt d'autres continents, donc importations qui sont évidemment impossibles sous l'occupation. Alors évidemment, cette interrogation de comment on a pu faire pour se passer de pétrole est un peu inspirée par des questions d'actualité, puisque on nous dit aujourd'hui qu'il faudrait nous passer très rapidement d'énergie fossile, et en particulier de pétrole, et donc voir quels peuvent être les enseignements de l'histoire. Alors, dans un contexte évidemment complètement différent, bon, aujourd'hui, nous devrions décider de nous passer de pétrole. À l'époque, on n'a rien décidé. En 1940, on a subi, et très brutalement. Là, aujourd'hui, on espère, on essaye de diminuer progressivement la consommation de pétrole. Alors, il y a un débat pour savoir à quel rythme. Hein. Vous avez peut-être vu que ce week-end, une intervention tonitruante d'un responsable politique, Raphaël Glucksmann, qui a dit qu'il voulait, s'il était au pouvoir, je ne sais plus comment, faire rendre gorge quasiment à Total Energy, pour faire baisser ses ventes de pétrole. Bon, il a peut-être oublié qu'il y a des consommateurs quand même aussi, mais en tout cas, à l'époque, on n'a pas eu le choix. Il a fallu s'en passer, et très brutalement. Et donc, la question, c'est comment on a pu faire pour vivre, et en particulier se déplacer, puisque le pétrole sert surtout au transport, et quelles solutions ont été adoptées, et éventuellement, dans les solutions qui ont été adoptées, est-ce que certaines pourraient nous inspirer aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette pénurie brutale de pétrole en 1940, elle arrive dans un contexte qui est peu favorable, parce que dans l'entre-deux-guerres, on a eu de cesse de développer la consommation de pétrole dans les transports. Et les transports se sont, entre guillemets, pétrolisés. Alors, et cela de différentes manières. Alors évidemment, il y a le développement de l'automobile particulière, la voiture individuelle, et puis de tout ce qui est véhicule utilitaire, camions, autocars. Il y a le vélo qui devient éventuellement un vélomoteur. Il y a le développement dans l'agriculture, du tracteur. Alors c'est encore très modeste, mais il commence à y avoir quelques machines agricoles consommant du pétrole. C'est dans le domaine du ferroviaire, le déclin dans l'entre-deux-guerres du rail, avec le début de la fermeture des tramways, qui commence fortement dans les années 30, je vais y revenir, le déclin toutes les lignes secondaires de chemin de fer qui vont être fermées, c'est toutes ces circulations sur rail qui sont remplacées par ce qui apparaît à l'époque comme la modernité, l'autobus, évidemment à essence.
Dans le ferroviaire, même si on garde les trains, on a développé aussi dans les années 30 beaucoup l'autorail. Donc c'est un autobus sur rail qui fonctionne alors, à l'essence ou au diesel. À l'époque, il y avait les deux. Et qui remplace en partie la locomotive à vapeur. Sur ce qui flotte, pour ce qui est des bateaux, aussi bien sur les mers que sur les fleuves, on passe d'une navigation vapeur à une navigation avec du pétrole, alors soit sous forme de navires qui sont encore sur les mers, ce qu'on appelle des vapeurs, mais au lieu que les chaudières soient au charbon, elles sont au mazout. Et puis, on développe aussi de plus en plus des motorisations diesel sur les navires. Sur les fleuves, le halage existe encore de manière importante dans l'entre-deux-guerres, au moment de la guerre, sur les petits canaux en particulier. Mais le halage est de moins en moins animal. Les chevaux sont remplacés par du halage mécanique, des tracteurs. Et puis aussi, il y a le développement de ce qu'on appelle les péniches automotrices qui ont leur propre moteur. Et puis, bien sûr, l'entre-deux-guerres aussi est marqué par le développement de l'aviation commerciale, et aussi de loisirs. Donc, tout un tas donc, de modes de transport qui se mettent à consommer du pétrole. Alors, quelle est la situation de la consommation de pétrole avant la guerre? En 1938, la France a consommé 4,8 millions de tonnes de produits raffinés. Évidemment, quand on compare à aujourd'hui, on est aujourd'hui à 63 millions de tonnes. Hein, donc c'est évidemment beaucoup moins. La production nationale est dérisoire. 270 000 tonnes à peu près, qui viennent en plus, pas de chance, du gisement de Pechelbronn en Alsace, qui va être confisqué par les Allemands, l'Alsace étant annexée. Et puis donc des importations qui sont pour l'essentiel extra-européennes, en grande partie, alors on fête en ce moment le centenaire de la Compagnie française des pétroles, devenue Total et Total Énergie, fondée pour exploiter les gisements d'Irak qu'on s'est partagés avec les Britanniques. Et donc une grande partie de notre pétrole vient d'Irak, le reste vient des États-Unis, d'Amérique latine en particulier, un tout petit peu de Roumanie, et de Russie 4%, mais bon, pour l'essentiel donc vient d'autres continents, ce qui évidemment rend ces importations impossibles une fois la défaite et le blocus britannique qui empêchera tout pétrolier d'arriver sur les côtes françaises. On a développé dans l'entre-deux-guerres un raffinage national qu'on n'avait pas auparavant. On a 19 raffineries avant la guerre. Mais bon, pour faire tourner des raffineries, il faut avoir du pétrole brut. Alors on a aussi, pendant l'entre-deux-guerres, quand même, on s'est toujours préoccupé de cette dépendance par rapport au pétrole. Ça inquiétait d'être autant dépendant des importations. Et donc, il y a eu le souci de développer ce qu'on appelait des carburants nationaux, des alternatives au pétrole. Et en particulier, on retrouve des choses qu'on a aujourd'hui. L'idée de mettre de l'alcool dans l'essence, ça pourrait bien tomber parce qu'il y a des surproductions viticoles. Donc on pourrait, comme cela, développer la production d'alcool pour les carburants. L'idée avant la guerre est d'arriver à avoir 10% d'alcool dans l'essence. C'est mis en place très tardivement et ce n'est pas atteint à la déclaration de guerre. Les carburants nationaux, c'est une politique qui est largement en échec, tant qu'elle n'était pas évidemment nécessaire, indispensable, puisque bon, c'était un souhait de vouloir diminuer les importations, mais on pouvait quand même importer. Alors, la situation des pénuries se pose déjà dès septembre 40 parce que on veut réserver le plus de carburant pour les armées, etc. Donc il y a déjà des restrictions à la consommation d'essence, en particulier par les particuliers, enfin par les personnes privées, dès septembre 1940. Mais la pénurie la plus grave arrive évidemment une fois la défaite et l'occupation d'une partie du territoire, mais la situation sera les mêmes dans la zone nord occupée que dans la zone sud non occupée jusqu'en novembre 1942.
on a les mêmes pénuries. On a des stocks qui existent, mais qui sont évidemment pas considérables, à peu près 400 000 tonnes, et puis qui sont éventuellement susceptibles d'être confisqués en partie par les Allemands. Donc on a perdu notre petit gisement alsacien de Pechelbronn. Les importations sont impossibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on aurait pu éventuellement essayer d'importer depuis nos colonies, en particulier depuis l'Afrique du Nord, avec laquelle on a des liens jusqu'en novembre 1942. Mais à l'époque, il n'y a pas d'exploitation pétrolière. Il y a des recherches qui sont lancées dans le Sahara, mais l'exploitation pétrolière dans le Sahara commencera bien plus tard, vers 1955. Et c'est pareil dans l'Afrique occidentale française, etc., où il y a aujourd'hui des gisements de pétrole. À l'époque, rien n'avait été exploré et exploité. Donc on ne peut pas compter sur cet approvisionnement. Et puis, bon, alors, l'idée va être évidemment de développer plus les carburants nationaux, mais c'est difficile parce que l'agriculture elle-même aura de plus en plus de mal à nourrir la population, donc difficile de détourner de la production, parce qu'évidemment on va imaginer tout un tas de choses pour produire de l'alcool, hein, pas seulement bien sûr il y a la vigne, mais il y a les betteraves, il y a les topinambours, on va faire de l'alcool avec plein de choses, mais on a besoin aussi pour manger, donc du coup c'est un petit peu compliqué. On va relancer du côté des schistes bitumeux, on va aussi relancer les recherches de pétrole dans l'Aquitaine. C'est le moment de la création de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine. Mais en Aquitaine, on va trouver du gaz, mais pas vraiment de pétrole. Donc, pas vraiment de solution. Le résultat, c'est un effondrement. Alors, ce graphique n'est pas très beau, je l'ai pris dans le livre d'un collègue, Alain Bertrand. Mais vous voyez notamment, là, pour ce qui est du carburant automobile, hein, l'effondrement de la consommation, entre la consommation mensuelle en 1938 et les contingents d'octobre 41. Et encore, en octobre 41, il y en aura plus qu'il y en aura ensuite dans la période. Alors, je vais... combien de temps j'ai pour parler à peu près? 1 heure ou 3/4 d'heure? Oui, d'accord. 3/4 d'heure, donc. Bon, je ne vais pas pouvoir évoquer tous les secteurs. Je vais évoquer l'automobile, tout ce qui est ferroviaire, et puis les transports urbains, le cas des tramways, etc. Alors, pour ce qui est de la circulation automobile dans un premier temps, on a en 1938 2,2 millions de véhicules en circulation en France, dont 1,8 million de voitures particulières. Bon, évidemment, quand on compare avec les chiffres d'aujourd'hui, ça paraît dérisoire, hein. On est aujourd'hui à 45 millions de véhicules immatriculés. Donc, évidemment, nos rues et nos routes étaient à l'époque beaucoup moins encombrées de voitures qu'aujourd'hui. Mais enfin, bon, il y en avait quand même. Alors, évidemment, plutôt dans les couches supérieures de la société, mais quand même pas seulement. Ça s'était un peu étendu à des classes moyennes, et puis aussi beaucoup aux professionnels, quoi. Tous les gens les commerçants, les artisans, etc., qui utilisaient déjà des véhicules. Évidemment, la quasi-totalité de ces véhicules roulent à l'essence. On avait essayé de développer, toujours dans ce souci de développer des carburants nationaux, on avait essayé de développer le gazogène dans l'entre-deux-guerres, mais tant qu'il y avait de l'essence, se compliquer la vie avec du gazogène, c'était quand même pas très motivant. Il y avait un petit peu d'électrique qu'on avait essayé de développer aussi. Il y avait d'ailleurs des usines à Lyon, enfin une usine à Lyon de la Société lyonnaise des véhicules électriques. Mais ce qu'on appelait véhicules électriques à l'époque, ce n'était pas vraiment des voitures particulières, c'était des usages très spécifiques, notamment urbains, pour des livraisons, des bennes à ordures, etc. Bon, c'était très limité. Donc, dès l'été 40, très forte restriction à l'usage d'essence, hein, effondrement des contingents disponibles. Alors, l'automobile va être soumis à des permis de circulation et pour être autorisé à faire rouler un véhicule. Et puis, il faudra avoir des bons pour obtenir de l'essence. Alors, au départ, les restrictions sont limitées aux motorisations essence. Au départ, on dit, si vous trouvez une voiture électrique ou si vous passez votre véhicule au gazogène, vous pourrez rouler. Mais assez rapidement, en fait, ceux qui auront fait l'effort de se convertir
vont être déçus parce que, en fait, les restrictions vont s'étendre à toutes les formes de motorisation, parce qu'en fait, on manque pas seulement d'essence, on manque aussi de lubrifiant et on manque aussi de pneumatiques. Donc, les carburants alternatifs ou l'électricité résolvent le problème de l'essence, mais pas celui des lubrifiants ou des pneumatiques. Et puis, pour le gazogène, le gazogène, ça marche avec du bois ou du charbon de bois, éventuellement avec du charbon minéral, mais on en a besoin par ailleurs. Et là aussi, on va rapidement, sauf à épuiser nos forêts, manquer de bois et de charbon de bois. Et puis par ailleurs, le gazogène, c'est une installation plus lourde, ça use plus les pneumatiques. Donc on a le problème. Pour l'électrique, la diffusion, au départ, il y a des grands projets d'électrification du parc automobile, mais on va se heurter à des problèmes qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont évidemment à une époque où c'était encore plus difficile. Faible vitesse de véhicules électriques, faible autonomie, on dépasse difficilement 60 km à l'époque avec des batteries. Et puis surtout, manque évidemment de matériaux pour produire des batteries. Alors à l'époque, ce n'est pas du lithium, c'est du plomb, mais évidemment qu'on en manque cruellement. Et donc, c'est une solution qui ne va pas se répandre. Au total, on a en 1941 un peu moins de 400 000 véhicules à 4 roues qui sont autorisés à circuler, ce qui fait 18% du parc d'avant-guerre. Mais ce sont surtout des véhicules utilitaires. Pour ce qui est des véhicules de tourisme, il y a 134 000 qui sont autorisés, ça fait seulement 7% des véhicules qui sont autorisés à circuler. Donc la plupart des voitures particulières vont passer la guerre dans les garages, et on essaye en général de les planquer le plus possible, par crainte éventuellement, au moins à Lyon à partir de novembre 1942, qu'elles puissent être confisquées par les Allemands. Alors les autorisations sont limitées en principe à des usages professionnels justifiés. Il y a des professions qui ont droit de circuler, par exemple les médecins, les notaires, qui ont plus facilement des autorisations. Certains commerçants, notamment alimentaires. Et on va avoir le souci, par exemple, de répartir les autorisations dans un département. On va donner pour chaque commune 1 ou 2 autorisations, par exemple à un commerçant, pour approvisionner la commune, surtout si elle est rurale, et éventuellement aussi jouer un rôle d'urgence s'il y a quelqu'un emmené d'urgence à l'hôpital, à la maternité, etc. Ces personnes, en échange de l'autorisation, devront faire un service un peu public au bénéfice de la population. Évidemment, le résultat de tout ça, c'est que les rues qui étaient évidemment, et les routes qui étaient évidemment beaucoup moins encombrées qu'aujourd'hui, mais elles étaient aussi plus étroites, on n'avait pas encore d'autoroute, etc. Les rues et les routes sont quasiment vides pendant la guerre, ce qui accessoirement permet à ceux qui ont des autorisations de rouler éventuellement assez vite. Et d'ailleurs, on a pas mal d'accidents dont sont victimes les piétons et les cyclistes. Il y a beaucoup de piétons et de cyclistes, et évidemment, le partage de la chaussée, parfois, se passe mal. Un petit mot sur qu'est-ce qu'il en est des professionnels de la route. Alors, j'ai évoqué le cas des taxis. Vous voyez, à Lyon, vous aviez 478 taxis. Alors, il restait un fiacre en 1938, mais 478 taxis en 1938, qui étaient tous à essence. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de la guerre, le nombre de taxis à essence va s'effondrer, pour qu'il en restera 6 en 1943. Et alors, pas tellement des gazogènes, qui s'avèrent peu pratiques pour le taxi, très très peu d'électricité, il y en a un seul. C'est le gaz de ville qui va être utilisé pour les taxis, donc avec des bouteilles sur le toit. Et puis par ailleurs, on a un retour des fiacres. Bon, pas massif, mais il y en a quand même quelques-uns. Et puis les vélos-taxis, mais les vélos-taxis, ça ne va pas marcher très bien. Vous voyez que le nombre a même un peu baissé en 42-43.
Parce que c'est compliqué déjà pour monter les pentes, hein, difficile d'aller à la Croix-Rousse et à Fourvière en vélo-taxi. Et puis alors, dans les archives, on trouve plein de plaintes, les gens ont beaucoup de reproches qui sont faits aux conducteurs de vélo-taxi. On leur reproche d'être des gens pas sérieux, de frauder leurs voyageurs, etc. Enfin bon, ça se passe pas bien, les vélo-taxis. Voilà ce que je pouvais dire rapidement pour en discuter sur l'automobile. Sur la circulation ferroviaire. Alors, là encore, c'est pas de chance parce que, pour plein de raisons, on s'était très mal préparé à une situation de pénurie. Parce que d'abord, on avait commencé... Alors, il faut distinguer dans le ferroviaire... Aujourd'hui, la SNCF, c'est quasiment la totalité du réseau ferroviaire français. À l'époque, il y avait la SNCF qui venait d'être créée en 1938 par nationalisation des grandes compagnies, et puis il y avait tout un réseau secondaire de lignes départementales qui desservaient essentiellement le monde rural. Alors, il faut distinguer les deux. D'abord, le cas des lignes d'intérêt général exploitées par la SNCF. Alors, on a eu des fermetures importantes de lignes dans les années 30, un réseau qui a fortement diminué. Alors, paradoxalement, pas tellement du temps des compagnies privées, puisque avant la création de la SNCF, les compagnies privées n'ont fermé que 800 km de lignes. Alors, quand on parle de fermeture de lignes d'intérêt général dans les années 30, ce ne sont pas des fermetures totales. On arrête simplement la circulation voyageurs et on continue généralement les marchandises, ce qui veut dire que les lignes ne sont pas enlevées. Il y a toujours une circulation, mais seulement marchandises. Alors, pour ce qui était donc des compagnies privées, elles avaient fermé 800 km de lignes avant la création de la SNCF. Ce n'est pas beaucoup, sur un réseau de 40 000 km en France. Bon, par exemple, dans le Rhône, le PLM avait fermé entre 1933 et 1937 33 km. C'est des petites lignes entre Belleville et Beaujeu, entre Brignais et Givors, entre Tassin et Brignais. Ils avaient fermé des petites sections à la circulation des voyageurs. Avec la création de la SNCF, on pourrait dire entreprise publique, nationalisation, on va sauver le ferroviaire. Pas du tout. Dans le cadre du plan de coordination des transports, la création de la SNCF est l'occasion de fermer beaucoup de lignes à la circulation voyageurs. Et en moins de 2 ans, 38-39, on va fermer près de 10 000 km, près d'un quart du réseau est arrêté aux voyageurs. Alors, l'Euro n'est pas le plus touché. Il y a l'arrêt de la circulation entre l'Arbrel et Sainte-Foy-l'Argentière et qui se poursuit ensuite jusqu'à Montbrison. Et puis entre Sathonay et Trévoux, enfin, qui n'est pas dans le Rhône à l'époque, mais ça c'est évident aujourd'hui. Mais en gros, finalement, on a, avant le moment de la guerre, un réseau qui n'est pas très différent de celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, même, on a presque un petit peu plus de lignes, puisque par exemple Tassin-Brignais a rouvert aux voyageurs en 1991. Bon, la seule... il y a eu la suppression après la guerre de Lyon-Croix-Rousse-Sathonay. C'est aujourd'hui une voie verte pour les promeneurs ou les cyclistes qui a été fermée à toute circulation là, en 1953. Et puis on a fermé aussi en 1973 aux voyageurs la circulation sur la ligne de la rive droite du Rhône après Givors qui allait jusqu'à Nîmes auparavant. Bon, donc ces lignes qui sont supprimées, elles sont remplacées par des circulations d'autobus. Et à l'époque, les gens ne se plaignent pas. On est plutôt content parce que l'autobus, ça paraît plus moderne. Souvent, c'est plus rapide. Et puis, ça dessert mieux les villages. La gare, elle est souvent à 1 km, à 2 km du centre de village. L'autobus, il va jusqu'à la place du village. Donc, les gens préfèrent. Autre évolution qui, elle, aurait pu être positive avant la guerre, qui était l'électrification du réseau ferroviaire. Pendant la guerre,
surtout dans notre région qui dépendait beaucoup d'une production hydroélectrique, on n'a pas été dans une pénurie grave d'électricité. Plus compliqué dans le nord de la France qui dépendait d'une production thermique avec du charbon, mais au moins dans la moitié sud de la France, on a une électricité qui reste relativement abondante avec tout le développement de l'hydroélectricité, en particulier alpine. On a Jonage aussi. Et en plus, à l'époque, les Allemands ne peuvent pas nous le prendre parce qu'il n'y a pas les interconnexions qui permettraient d'envoyer cette électricité vers l'Allemagne. Malheureusement, pour le réseau ferroviaire, c'est d'un secours assez faible, puisque on a seulement 3300 km de réseau sur 38 000 de la SNCF, 8% qui ont été électrifiés avant la guerre. Ça a commencé dès 1900 en région parisienne, mais ça s'est fait de manière très déséquilibrée selon les réseaux. En fait, c'est surtout du côté des Pyrénées, avec la Compagnie du Midi, qu'on a eu une importante électrification. De manière générale, dans le sud-ouest, la ligne Paris-Bordeaux, par exemple, et ensuite qui se poursuit jusqu'à l'Espagne, à Hendaye, Irún, est électrifiée complètement depuis 1938. En revanche, dans d'autres régions, on est beaucoup moins en avance, puisqu'on n'a pas l'hydroélectricité abondante et du coup, électrifier pour brûler du charbon dans des centrales thermiques plutôt que de le brûler dans la locomotive à vapeur, ça n'apparaît pas forcément très rentable. Et donc, dans l'Est et dans le Nord, par exemple, il n'y a aucune électrification. Et pour ce qui est l'ancien réseau du PLM, donc tout le Sud-Est, eh bien, on a très peu d'électrification, seulement 146 km avec quelques lignes dans les Alpes, comme Culose-Chambéry, par exemple, ou Saint-Jean-de-Maurienne, Modane. Donc la SNCF a hérité d'un certain nombre de locomotives électriques qui vont, elles, pouvoir circuler sans trop de problèmes pendant la guerre, mais ça ne peut pas concerner la région lyonnaise. Alors on va bien essayer de développer l'électrification pendant la guerre, mais ça n'avance guère parce que pénurie de matériaux, évidemment, fils de cuivre, etc., on n'a pas. Et donc, par exemple, le projet d'électrification de Paris-Lyon n'avance pas du tout pendant la guerre. Autre évolution pendant les années 30 du ferroviaire, ça a été le développement de la motorisation essence et diesel. Alors un petit peu avec des locomotives diesel, mais enfin très très peu. Le PLM, on avait commandé 2, dont a hérité la SNCF, qui servaient notamment à tracter des trains lourds et rapides, comme les trains des primeurs du Midi. C'est un train dont on parle encore aujourd'hui, mais bon, c'est anecdotique. En revanche, il y avait eu un achat assez massif par les compagnies privées et poursuivi par la SNCF d'autorail. Alors, c'est la fameuse Micheline. On voit un modèle là, acquis par le PLM. Hein, donc, c'est des autorails qui sont des autorails avec des pneus qui roulent sur les rails, d'où la fabrication par Michelin. Alors, il y a un nombre incroyable de constructeurs d'autorails. La SNCF a hérité de 671 autorails, mais il y en a presque autant de types et de marques que d'exemplaires. Tout ça est complètement irrationnel. Tout le monde fabrique des autorails. C'est Renault, Berlier, De Dietrich, Bugatti. Enfin bon, c'est une poule aux œufs d'or, les autorails. Tout le monde se met à faire des autorails. Bon, du coup, c'est pas très rationnel, évidemment, aussi au niveau de l'entretien, etc., parce qu'on a un très grand nombre de modèles. Et à l'époque, l'autorail incarne la modernité. Vous avez là une publicité de 1935 où on nous vante un trajet Paris-Lyon en 4h50 en autorail rapide Bugatti. Donc c'est le TGV de l'époque. Alors l'autorail, bon d'ailleurs cette circulation Paris-Lyon, on la retrouve plus dans les indicateurs horaires ensuite, ça n'a pas dû marcher. Mais on trouve des autorails sur un certain nombre de lignes au départ de Lyon, vers Grenoble, vers Paray-le-Monial, sur la ligne de Bourg-en-Bresse qui part de Satonnet-Rieux. C'est marqué, tous les trains sauf un dans la journée sont des autorails. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'été 40 pour le réseau de la SNCF ?
Bon, j'ai dit qu'on avait fermé beaucoup de lignes, mais on a fermé aux voyageurs. Donc les lignes existent toujours. Éventuellement, on peut reprendre des circulations voyageurs sur des lignes qui faisaient encore circuler des trains de marchandises, puisque les installations, les infrastructures existent encore. Mais paradoxalement, la SNCF n'en a aucune envie. Parce que la SNCF, en fait, est la continuité des compagnies privées, et ces compagnies, et ensuite la SNCF, ne rêvaient que d'une chose, se débarrasser de lignes secondaires qui leur coûtaient très cher. Et ils avaient obtenu de haute lutte le droit d'arrêter au moins les circulations voyageurs sur ces lignes, et ils n'avaient surtout pas envie de les reprendre. Bon, en plus, le contexte est de pénurie, on manque quand même un peu de tout, donc ce n'est pas le moment de tout redémarrer. Et donc tout ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'on appelle le MV, c'est des trains mixtes marchandises voyageurs qui, sur des lignes où on avait arrêté la circulation ferroviaire, vont redémarrer, mais en fait ça ne fait pas circuler des trains supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va accrocher un wagon de voyageurs au train de marchandises qui continue à circuler au moins une fois par jour. Alors, c'est évidemment quelque chose qui ne plaît pas du tout aux voyageurs, parce que c'est extrêmement lent, le train de marchandises il n'est pas rapide, et puis ça donne une très mauvaise image du train, parce que bon, quand vous prenez un train, que vous êtes le wagon de voyageurs accroché derrière le train de marchandises, c'est pas très exaltant. Donc par exemple dans le Rhône, sur le service L'Arbrel-Montbrison, vous voyez, il y a un train par jour MV qui va circuler, mais juste entre l'Arbrel et Sainte-Foy-l'Argentière, où on met quand même 1h45 pour faire 20 km. Hein. C'est pas terrible. En fait, la SNCF n'en fait pas plus. Jusqu'à Montbrison, après, ça reste des circulations par autocar, alors que la ligne existe toujours. Alors, pour ce qui était de... Évidemment, on avait développé ces fameux autorails. Autorails, ils s'arrêtent tous pendant la guerre parce qu'il n'y a plus d'essence, plus de diesel. Et donc, on revient... Alors, sauf là où on a de l'électrique, mais on n'en a pas, on a vu dans la région lyonnaise, on revient à une circulation vapeur. Bon, la SNCF a essayé... Il y a eu un tout petit peu d'autorail au gazogène, mais bon, en fait, on en avait 3 qui avaient été livrés en 1938. Elle leur commande 5 autres qu'elle va obtenir en 1942, qui seront utilisés un peu sur des lignes de l'ouest de la France. Mais bon, globalement, ce n'est pas quelque chose de convaincant. Le gazogène n'est pas très puissant. Et du coup, c'est compliqué de tracter un autorail quand même assez lourd avec du gazogène. Donc la quasi-totalité des autorails vont être mis à l'arrêt dans les dépôts. Le seul qui va circuler, c'est c'est l'autorail qui va circuler un temps entre Paris et Vichy, qui est un autorail spécial pour assurer des liaisons ministérielles, puisque vous savez que le gouvernement, on dit toujours, il est à Vichy, mais en fait, les conseils des ministres se tiennent à Vichy, mais beaucoup de ministres, notamment tous les ministres techniques, ont gardé leur ministère à Paris. Et donc, les ministres n'arrêtent pas de faire des allers-retours entre Paris et Vichy. Alors, leur faire prendre des trains ordinaires, c'est un peu compliqué, donc on met en place, à partir d'octobre 1941, un train spécial qui fait la liaison une fois par semaine pour permettre d'assister au Conseil des ministres. Et là, évidemment, pour ce train spécial, il y a de l'essence et il circule. Bon, du coup, on est sur un retour de la circulation, sauf là où il y a des lignes électriques, on est sur un retour d'une circulation essentiellement vapeur. Bon, il faut dire que la vapeur... Alors, la SNCF cherchait, avant la guerre, à pas complètement à s'en débarrasser, mais à en faire circuler moins, notamment sur les petites lignes. C'est pour ça que les autorails, c'était bien, parce que la vapeur, c'est lourd, il fallait 2 personnes, un conducteur, un chauffeur, puis il fallait rajouter de l'eau, mettre du charbon. C'était vraiment compliqué sur des petites lignes. Et donc, la SNCF avait développé l'autorail pour
permettent une circulation plus facile sur des petites lignes. Mais sur les grandes lignes, la vapeur était encore considérée comme assez performante. Et la SNCF avait même d'ailleurs, juste avant la guerre, des projets encore de commander des locomotives, notamment américaines, des locomotives puissantes et modernes. Donc on n'était pas encore dans l'idée d'abandonner la vapeur. Et du coup, la SNCF a un parc à peu près de 15 000 locomotives à vapeur. Bon, on a perdu quelques-unes pendant les conflits pendant les combats de mai-juin 40, mais enfin, il lui en reste. Les Allemands vont lui en prendre quelques-unes. Mais bon, elle avait quand même un parc plutôt pléthorique de locomotives à vapeur. Donc du coup, elle arrive à faire à peu près ces circulations ferroviaires. Bon, ce qui va plus lui poser de problème, ça va quand même être le manque de charbon, parce que même si on en a plus que du pétrole, on n'en a pas suffisamment. Et puis aussi, grosse pénurie qui est liée au pétrole, la pénurie de lubrifiants. Les machines à vapeur, ça consomme beaucoup de lubrifiants, ce qui fait qu'on va en manquer, on va les entretenir très mal pendant la guerre, parce qu'on va mettre pas suffisamment de graissage, et du coup, non, ça se dégrade de plus en plus, etc. Et comme le parc de vapeur était ancien, bon, il va finir la guerre complètement épuisé. Les circulations ferroviaires vont être du coup restreintes de plus en plus pendant la guerre, puisque si on compte en millions de kilomètres train parcourus pour les voyageurs, on passe de 185 millions de kilomètres train en 1939 à 68 en 42, 43. Enfin, le nombre de trains qui circulent est plus que divisé par deux. Mais en revanche, la fréquentation explose, puisque la SNCF va atteindre des chiffres, alors si on compare avec les anciennes compagnies privées avant, des chiffres inégalés de fréquentation, avec un record absolu de 636 millions de voyageurs en 1943. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Le nombre de voyageurs par train augmente considérablement. On passe d'une moyenne de 78 voyageurs par train en 1938 à 420 en 1943. On est même à 533 en juillet 1944. Alors comme les trains ne s'allongent pas, évidemment, dans des proportions disproportionnées, on voyage dans de très très mauvaises conditions. Les trains sont de plus en plus bondés, souvent pas de place assise, les gens sont entassés, quand c'est pas sur les plateformes, etc. Enfin bon, ça aussi va contribuer évidemment à donner une assez mauvaise... On utilise le train faute de mieux, mais à une assez mauvaise image du train. Et puis, il faut avoir quand même en tête que les circulations ferroviaires, ça prend du temps. Alors, finalement, elles ne sont pas tellement allongées pendant la guerre. Les temps de transport sont à peu près les mêmes qu'avant la guerre. Le seul allongement, c'est entre Lyon et Paris. Alors là, j'ai les données pour 41, parce qu'il y a la ligne de démarcation à franchir à Chalon-sur-Saône. Donc ça prend un peu de temps. On compte 3 quarts d'heure pour le passage. Mais il y a quand même des trains qui font la circulation entre Paris et Lyon. Les voyageurs sont contrôlés, doivent avoir un laissez-passer difficile à obtenir pour franchir la ligne, mais le train fait l'ensemble du trajet. Mais vous voyez que sur d'autres circulations, les temps sont assez semblables. Les fréquences baissent un petit peu. Elles vont se réduire ensuite encore. Moins on aura de matériel et de combustible en 42, 43. Mais bon, quand même, il y a toujours des fréquences non négligeables. Bon, vous voyez que les circulations, elles sont quand même, on est très loin de celles d'aujourd'hui. Hein. Les meilleurs temps, un Lyon-Paris, alors avec la ligne de démarcation, ça prend plus de 8 heures. Un Lyon-Marseille, 4h30. Enfin bon, c'est pas négligeable. Pourtant, on voyage beaucoup. Du moins dans les catégories aisées qui en ont les moyens, qui n'ont plus d'autres alternatives que le train. Par exemple, le soyeux lyonnais Henri Morel-Journel raconte dans son journal qu'il va à Paris toutes les semaines. Il est administrateur d'un certain nombre de sociétés et il doit se rendre à Paris. Donc vous voyez que ça lui prend... Soit très souvent on prenait le train de nuit. Alors en plus le rapide de nuit, c'était un peu particulier parce que c'était un Paris-Marseille. Il partait à Paris de 18h pendant la guerre et il s'arrêtait à Lyon-Perrache. Il arrivait à Lyon-Perrache à 2h18. Donc, c'était pas très agréable pour rentrer chez soi. On ne pouvait pas vraiment passer la nuit dans le train. Bon, en revanche, évidemment, il arrivait à Marseille à 7h.
Alors après, l'autre solution, c'était de prendre le rapide de jour, mais dans ces cas-là, vous y passiez une bonne partie de la journée, parce que vous partiez 7h50 de Paris pour arriver à 16h05 à Perrache. C'est quand même pas le TGV. Bon, on continue, enfin, on prend beaucoup le train, c'est pour ça que les trains sont bondés pendant la guerre. Il y a toujours du tourisme, les gens vont en vacances, il n'y a pas de restriction à la circulation. Alors il y a le problème de l'affranchissement des zones, mais par exemple quand vous êtes lyonnais, vous pouvez aller passer vos vacances dans les Alpes, sur la côte. Appartement, vous trouvez des places dans le train, vous pouvez y aller, il n'y a pas de restrictions. Alors, il y a quelques restrictions d'accès dans les Alpes, dans les zones frontalières, etc. Mais globalement, les hôtels ne sont pas vides, il y a des gens qui partent en vacances, etc. Globalement, il y a beaucoup de circulation ferroviaire. J'ai étudié ça pendant la guerre. Il y a les tournées artistiques, par exemple, c'est incroyable. Les théâtres battent leur plein pendant la guerre et vous avez des tournées théâtrales, les tournées barrées, par exemple, n'arrêtent pas de circuler dans toutes les villes de France en train. Les grands artistes, Jean-Charles Trenet, etc., font des tournées et passent leur vie dans le train. Les compétitions sportives continuent d'avoir lieu jusqu'à la fin de la guerre. Les derniers matchs du championnat de France de football ont lieu début juin 1944 et Nice joue contre Lens. Donc, comment ils y vont? En train, etc. Donc, souvent, on a dit... oui, la SNCF avait, évidemment, ce qu'on pense toujours au train de déportés. C'est sûr qu'il a fallu que la SNCF dégage des moyens pour les trains de déportés, mais finalement, il y avait des moyens pour autre chose. J'ai même récemment découvert que le cirque, alors c'était le cirque, non, c'est pas, je ne sais plus si c'est Pinder ou Rancy, qui est venu à Lyon en août 1943, là, sur ce cours de Verdun, il s'est installé à l'époque, et le cirque arrive avec un train spécial de 50 wagons pour transporter sa ménagerie, en août 1943. Donc vous voyez, on a encore finalement des disponibilités. Enfin, l'idée, c'est quand même qu'il faut distraire la population. Éventuellement, ça peut la détourner de faire des mauvaises choses. Et du coup, on ne sacrifie pas tout ça. On ne sacrifie pas le sport, on ne sacrifie pas la culture. Et le train va y contribuer beaucoup. Alors, donc, on voyage beaucoup sous toutes ces formes pendant la guerre. Alors, évidemment, ça devient plus compliqué, plus on avance 43 et surtout 44, parce que là, il y a les bombardements, le sabotage, et là, les circulations deviennent très difficiles. Mais... moi, j'étais frappé par en regardant pour Jean Moulin, par exemple, qui, jusqu'à son arrestation en juin 1943, n'arrête pas de prendre le train, alors qu'il est pourtant, d'ailleurs, recherché, déjà plus ou moins identifié par les Allemands. Il n'arrête pas de se rendre en train à Paris, à Nice, où il a une galerie d'art, à Montpellier, où résident sa mère et sa sœur, près d'Avignon, où il a une maison de famille, même le week-end qui va précéder son arrestation à Caluire, il prendra le train pour aller à Trévoux, chez les parents de sa secrétaire. Donc, bon, voilà, c'est un exemple, on prend beaucoup le train. Beaucoup de témoignages comme ça dans des journaux. Je prends par exemple le cas de l'écrivaine Simone Martin-Chauffier, qui est installée pendant la guerre à Collonges et qui raconte ses nombreux voyages. Elle va régulièrement à Paris. Alors, les voyages s'allongent. Fin 1943, elle dit qu'elle est partie de bon matin de Lyon et qu'elle n'arrive qu'à minuit à Paris. Bon, là, il y a eu visiblement du retard. Et le record, c'est le voyage qu'elle fait en août 1944. Elle part de Perrache le 2 août à 17h pour arriver à Paris le 6 à midi. Bon, là, évidemment, en août 1944, ça devenait compliqué. Le train était parti de Dijon, était revenu à Dijon, parce que, enfin, une histoire incroyable. Elle a changé de train à plusieurs reprises. Enfin, bon, là, c'était vraiment compliqué, mais on est quand même en août 1944, là, donc toute fin de la période. Bon, il reste... Oui, je vais essayer de finir assez vite. Alors, j'évoquerai quand même un peu le réseau d'intérêt local. Ce réseau moins connu, et les historiens du ferroviaire ils travaillent essentiellement sur l'histoire de la SNCF et des compagnies antérieures. On a très peu travaillé sur les compagnies locales qui sont... Alors, un réseau qui a été développé par les départements pour desservir les petites villes et les bourgs, rester à l'écart du réseau d'intérêt général.
Un réseau qui est géré par des compagnies concessionnaires du Conseil général. Alors quand on voit ce réseau, il est très bizarre parce que c'est des bouts de lignes. Parce qu'en fait, c'est des lignes de complément par rapport au réseau d'intérêt général. Et c'est un réseau qui a été développé tardivement. Par exemple, dans le Rhône, alors on a un réseau assez important là, dans la région lyonnaise. On n'a pas les points où Lyon est au milieu. Hein. Vous voyez toutes les petites lignes d'intérêt local que l'on a. Et notamment, on a un réseau important dans le Beaujolais, entre Villefranche et Tarare. Alors, c'est un réseau, on a mis en service, ce réseau a été construit tardivement, dans les années 1900. Même, il y a des dernières lignes qui ont été mises en service en 1911. Les lignes qui partent de Montsol pour aller vers la Saône-et-Loire, Cluny notamment. Et parfois même, d'ailleurs, on n'a pas achevé ce réseau entièrement. Ce réseau est quand même assez considérable puisqu'il atteint, j'avais dit que la SNCF c'était 38 000 km, ce réseau atteint 18 000 km en France dans les années 20, mais il va se trouver confronté encore plus lui à la concurrence automobile des bus et des camions. C'est un réseau qui est très déficitaire, des départements n'en peuvent plus d'éponger les déficits des compagnies privées qui les exploitent, qui d'ailleurs souvent lâchent l'affaire. Les départements éventuellement les reprennent en régie directe, mais ça ne change rien au déficit. Bon, c'est un réseau qui transportait surtout les voyageurs. La partie marchandises est assez peu développée. Ce qui fait que là, quand on arrête la circulation voyageurs, on arrête tout parce que ça ne vaut plus le coup de maintenir une circulation marchandises. Et du coup, quand dans les années 30, on va arrêter, fermer massivement des lignes, les départements décident d'arrêter les frais et de fermer massivement ces lignes. Puisque c'est dans les années 30, c'est plus de 10 000 km sur 18 000 qui vont être fermés. Et la plupart du temps, ce sont des fermetures totales avec dépose des lignes. On récupère la ferraille au moins. Et du coup, ça dépend des départements. Il y a des départements qui ferment entièrement. Par exemple, la Drôme avait 208 km. Tout est arrêté entre 1931 et 1933. Le Rhône, ce n'est pas un arrêt complet, mais quasi, puisque c'est 190 km sur 230 qui sont fermés. Il reste juste des tout petits bouts, comme une petite ligne qui part de Tizy pour aller à Saint-Victor dans la Loire. Il ne reste pas grand-chose. Donc, évidemment, là, comme on a démonté, il n'y a pas de redémarrage possible. On a démonté aussi parce que c'était un réseau qui était... Alors, c'était un réseau qui s'apparentait presque à des tramways parce que les lignes étaient parfois le long des routes. Alors, évidemment, du coup, ça gênait la circulation automobile, donc on a une raison de plus pour démonter très vite. Alors, il y avait le réseau alors, qui, lui, était en Isère à l'époque, d'autant plus que Dessines, etc., était en Isère, mais le réseau de l'Est lyonnais qui partait près de la Pardieu pour aller vers Villeurbanne, la Soie et continuer, sur 72 km. Ce réseau, on l'avait arrêté au trafic voyageurs au 1er janvier 1939, mais là, on avait conservé les marchandises parce qu'il y avait beaucoup d'industries sur la ligne. Et du coup, là, on va pouvoir redémarrer la circulation voyageurs, mais sur beaucoup d'autres lignes, c'est impossible. On ne peut pas redémarrer, les voies n'existent plus. Et du coup, on reste sur une circulation d'autobus. Là, vous avez les horaires en 41 de toutes ces lignes du Beaujolais, là, qui sont maintenant des horaires d'autobus. Et là, on va rencontrer beaucoup de problèmes. Alors, les autobus vont basculer en partie vers du gazogène, là peu du gaz de ville, parce que le gaz de ville, ça marche bien en ville, mais le gaz de ville, il faut recharger très souvent. Donc, du coup, à la campagne, c'est plutôt du gazogène. Sauf que c'est compliqué parce que dans le Beaujolais, c'est très pentu et le gazogène a du mal à monter les côtes. Donc il faut quand même garder de la motorisation essence ou diesel, mais on a de moins en moins d'essence et de diesel très contingenté. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Ceci dit, quand on voit le rapport d'activité de la régie départementale des automobiles, qui gère les autobus du Rhône, la circulation va diminuer fortement pendant la guerre, mais en revanche, l'occupation moyenne des bus, c'est un succès, parce qu'on avait 6 voyageurs en moyenne par bus en 1938, ce qui n'était pas terrible, et on arrive
alors on n'a pas les chiffres pour 43, 44, mais en 42, on est à 28 par voyageur. Et 28, c'était pas des grands bus à l'époque, hein, c'était des bus de 25-30 personnes. Donc en gros, les bus sont pleins, et souvent plus que pleins. On refuse des gens à monter dans les stations, etc., dans les villages, ce qui suscite des protestations. Enfin bon. Alors je finis pour parler des transports urbains. Alors, les transports urbains, traditionnellement, ça reposait beaucoup sur les tramways. En gros, c'était le seul mode de transport en commun qui existait dans les villes. Enfin, sauf à Paris, on a développé le métro, mais il y avait des métros en France qu'à Paris. Jusqu'aux années 20, on se déplaçait en tramway dans les villes. Bon, aujourd'hui, on a à nouveau des tramways dans un certain nombre d'agglomérations françaises, mais enfin, on en a moins qu'à l'époque, puisque aujourd'hui, on a 27 agglomérations françaises qui sont dotées d'un tramway. Jusqu'aux années 20-30, on était en France à plus de 90 villes qui avaient un tramway. On avait un tramway dans toutes les grandes villes, mais aussi dans beaucoup de villes moyennes. Roanne avait un tramway, Saint-Chamond en a eu, etc. Aix-les-Bains, voilà. Mais là encore, dans les années 30, la concurrence routière, de l'automobile et surtout des autocars, on va fermer dans les années 30 beaucoup de réseaux de tramway. Alors certains sont fermés totalement. Avignon, Caen, Orléans, Reims abandonnent totalement leur réseau de tramway. Paris l'abandonne, mais c'était un réseau complémentaire du métro. Et puis, là, à Lyon, le réseau de tramway va subsister, comme dans d'autres villes, mais il commence déjà à se réduire, puisque à Lyon, on va fermer beaucoup de lignes, notamment toutes les lignes périphériques. L'idée, c'est d'arrêter le tramway en banlieue, et on avait des lignes qui allaient très loin. Il y avait une ligne qui était exploitée par l'OTL, l'Office des Transports Lyonnais, qui allait jusqu'à La Balme. En Isère, on avait des lignes il y avait une ligne qui allait jusqu'à Montluel, la ligne qui allait jusqu'à Neuville, etc. On avait des lignes qui allaient assez loin en périphérie, et la plupart de ces lignes vont être arrêtées. Bon, l'idée étant à Lyon au moins encore de maintenir une circulation dans le centre de tramway, parce que là où on a des flux de voyageurs importants, ça apparaît quand même plus adapté. Mais bon, globalement, le tramway a une mauvaise image, puisque c'est un matériel, vous voyez cette image là, d'un matériel très vétuste. On n'a pas renouvelé le matériel des tramways électriques qui avaient été acquis au début du siècle. On a des tramways vétustes et bruyants. Donc le tramway est lent, peu souple, peu confortable. Représente une gêne dans les rues pour les piétons et la circulation automobile. Et à l'inverse, le bus a une image beaucoup plus positive. Le bus, c'est moderne, c'est plus rapide, ça permet de contourner les obstacles. S'il y a un problème sur la chaussée, on passe ailleurs. Ça permet de desservir des nouveaux quartiers qui n'ont pas encore de ligne de tramway, etc. Et donc, quand on arrête le tram dans les villes, c'est la fête. On fait la fête pour fêter l'arrêt du tram et l'arrivée de l'autobus. Et du coup, quand on arrête le tram, on se dépêche d'enlever les lignes qui gênent, les rails, tout ça. Et donc, évidemment, là encore, en 39-40, comme on n'a plus d'essence, on n'a plus beaucoup d'essence pour faire rouler les bus, on voudrait bien redémarrer les trams, mais la plupart du temps, c'est compliqué. Bon, à Lyon, on s'en sort pas trop mal, parce que bon, il y avait un certain nombre de lignes, il y avait une douzaine de lignes qui avaient été arrêtées totalement dans les années 30. Mais dans quelques cas, par exemple, la ligne 12, c'est l'actuelle ligne du C12 qui va de Bellecour à Saint-Fons-Vénissieux. La circulation des trams avait été arrêtée en 1937, remplacée par des bus, mais on n'avait pas là enlevé les rails. Donc du coup, dès septembre 1939, comme les bus sont réquisitionnés par l'armée française, on refait circuler le tram. Mais on a des protestations dans les archives, les habitants se plaignent parce que c'est beaucoup moins pratique que le bus, etc. Enfin bon. Mais on leur dit, bah oui, mais écoutez, il faut faire avec les contraintes du moment. Et puis à Lyon, surtout, on a eu un recours
parce qu'en général, partout ailleurs, quand on arrête les trains ou les tramways, on remplace par des autobus à essence. Mais à Lyon, on a des pentes. Et les autobus, à l'époque, avaient du mal à monter les pentes. Et du coup, on a eu une alternative qui était le trolleybus. Et dès 1936, on avait remplacé, notamment sur la ligne... alors, c'était la ligne 29 et 30 qui allait vers Sainte-Foy et Francheville. On avait remplacé les tramways par des trolleybus. Et du coup, ça, trolleybus électriques, donc ceux-là, ils peuvent continuer à circuler. Et on va même essayer, pendant la guerre, de développer les trolleybus et de remplacer des lignes qui étaient passées à des lignes de bus par des lignes de trolleybus pour résoudre le problème des pénuries d'essence. Alors, c'est plus simple. Alors, là où on peut, on redémarre le tramway. Mais par exemple, sur Lyon-Montluel, on ne peut pas redémarrer les tramways parce qu'on a enlevé les lignes sur 3 km. Alors, reposer des rails sur 3 km, c'est quand même trop compliqué. Alors là où on peut, comme par exemple sur Vénissieux, on redémarre les tramways. Et là où on ne peut pas, eh bien, on va essayer de démarrer, de remplacer par des trolleybus parce que là, c'est moins de travail. Il ne faut pas poser des rails, il faut juste poser des câbles. C'est quand même compliqué parce que les câbles, c'est du cuivre, etc. On en manque quand même pendant la guerre. Mais on arrive quand même à mettre du trolleybus. Par exemple, alors sur la ligne Paris-Récully, par exemple, dès décembre 40, très rapidement, en quelques mois, on a réussi à installer des lignes aériennes pour faire circuler un trolleybus. Et puis, on va aussi faire circuler un trolleybus, là, pour remplacer un tramway qui circulait encore, vers la Croix-Rousse. Et on a un trolleybus qui s'est inauguré en janvier 44. On arrive en janvier 44 à faire circuler un trolleybus qui monte jusqu'à la Croix-Rousse. Il faut dire que le tram était complètement à bout de souffle, menacé d'accident. Et comme évidemment il était trop compliqué de faire monter un bus jusqu'à la Croix-Rousse, on a réussi à cette solution du trolleybus. Le trafic urbain est énorme pendant la guerre. Les tramways sont bondés. Énormément de plaintes des voyageurs qui n'arrivent pas à monter. Évidemment, ça ne va pas améliorer l'image du tram, parce que, comme en plus on a un matériel très vétuste, et puis comme il est très mal entretenu pendant la guerre, toujours les pénuries de lubrifiants, il va sortir de la guerre complètement exsangue. En tout cas, bon, c'est comme pour la SNCF, en termes de chiffre de fréquentation, c'est un succès. On a... ah oui, voilà une image de trolleybus. On a, en termes de fréquentation, une fréquentation qui explose pendant la guerre, puisque on arrive à 232 millions de voyageurs en 1943. Le record était en 1930, 284 millions. Donc ça augmente. Et vous voyez là, on voit mal sur ce graphique, mais j'ai quand même mis parce que j'ai trouvé ça dans les archives, c'est amusant. C'est en 1954 que l'OTL s'est amusé à faire un graphique, comme on faisait à l'époque à la main, où ils avaient récupéré des données de différents réseaux en France, et ils s'étaient amusés à faire cette statistique. Et alors on voit très clairement la pointe qui est celle de... Ça avait beaucoup baissé avant la guerre dans les années 30, et puis dans toutes les villes, ça explose pendant la guerre. On prend à nouveau massivement les transports urbains et le tramway en particulier. Alors, en conclusion, parce qu'il faut que je finisse, qu'est-ce qu'on peut dresser comme bilan de cette période de pénurie ? On a eu donc un effondrement de la circulation automobile, une vogue de la bicyclette, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Tout le monde circule à vélo, il y a beaucoup d'accidents d'ailleurs, avec des automobiles, mais aussi des chutes à vélo, parce que beaucoup de gens qui ne doivent pas toujours très bien savoir faire du vélo et qui tombent. Mais alors, c'est une vogue de la bicyclette sans lendemain, parce qu'on n'avait pas fait d'aménagement cyclable, de pistes cyclables pendant la guerre, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire de pistes cyclables, puisque les rues et les routes étaient largement vides. Donc du coup, quand la circulation automobile va reprendre, les vélos sont un peu marginalisés. Alors tout ce qui était motorisation alternative,
ben, ça n'a pas été un grand succès, puisque le gazogène, c'était quand même une solution de fortune, et c'était pas une solution d'avenir. Bon, plus c'est quand même plutôt polluant, hein, même si c'est du charbon de bois, mais enfin bon. Et puis c'est très peu pratique. Enfin, je veux dire, il faut plus d'une heure pour démarrer son véhicule parce qu'il faut faire chauffer le charbon de bois. Enfin bon. Et puis l'électrique, eh bien, qui avait beaucoup fait rêver au tout début de la guerre. On avait dit c'est la solution, on fait des voitures, vélos électriques, on les tout électrifiés, un peu comme aujourd'hui. Bah, sauf que ça a été très décevant parce que les autonomies étaient faibles, et puis on avait peu de matériaux, donc ça s'est peu développé. Et du coup, cet échec de l'électrique a marqué beaucoup, et je pense qu'on en souffre encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se méfie encore aujourd'hui de la voiture électrique parce qu'il y a un peu cette idée que ça n'a pas marché, notamment pendant la guerre. Alors, le retour il y a eu un succès du train pendant la guerre, avec une fréquentation record. Mais bon, qui s'est faite beaucoup par une relance de la vapeur, qui n'incarnait quand même pas l'avenir. Et puis donc, comme je l'ai dit, les conditions de voyage n'ont pas amélioré l'image du train. Donc évidemment, quand les circulations automobiles ont repris, on avait plutôt envie de ne plus prendre le train. Donc c'était pas forcément très favorable pour la SNCF. Et puis c'est un peu la même chose pour les transports urbains, hein. L'image du tramway ressort de la guerre encore plus dégradée. On a pu se déplacer faute de mieux grâce au tramway, mais dans des conditions extrêmement mauvaises. Et puis les tramways sont encore plus vieux pendant la guerre, et il n'est plus du tout question d'en recommander, d'en racheter des nouveaux. Donc on va très largement abandonner le tramway dans les années d'après-guerre. Alors, pour acheter des autobus et quand même des trolleybus. C'est-à-dire que le trolleybus apparaît à un moment comme une alternative séduisante, non polluante. L'idée de la pollution commence à apparaître. Et le trolleybus va se développer à Lyon et dans d'autres villes de France. Jusqu'au milieu des années 50, il y a une vogue. Enfin, on arrête des tramways et on remplace par des trolleybus, mais ça ne dure pas. Il y a guère qu'à Lyon et un petit peu à Saint-Étienne, à Grenoble, à Marseille, à Limoges, où on va continuer d'avoir une circulation de trolleybus jusqu'à aujourd'hui. Mais dans la plupart des autres villes de France qui avaient adopté un temps le trolleybus, ça dure 10-15 ans. Et ensuite, on passe au tout autobus jusqu'aux années 80, au moment où arrivent les tramways. Donc vous voyez, finalement, cette période de pénurie, elle n'a pas marqué tant que ça, et au contraire, elle a été un arrêt de développement du pétrole, mais ça a été un arrêt pour mieux redémarrer vers le tout pétrole ensuite, et jusqu'à aujourd'hui, avec des consommations qui, comme je l'ai dit, sont à peu près 10 fois celles qu'on connaissait dans les années 30. Hein. Donc on ne peut pas dire vraiment que la guerre nous ait servi de leçon pour nous apprendre à nous passer de pétrole. Voilà. Bon, j'ai été long, mais Bon, eh bien, merci, cher Hervé, pour cet exposé très vivant. Pour une grande majorité d'entre nous, la période traitée, c'est la période de nos parents. Et je suppose que tout ce que tu as évoqué a pu recouper, ça et là, des mémoires familiales. Ça me semble garanti. Alors, j'étais très sensible à un certain nombre de choses. Tu évoques, par exemple, la mémoire des redoutables trains MV. Bon, en termes de cheminots, c'est ce qu'on appelait des patachons. C'est-à-dire, c'était des trains qui s'arrêtaient à toutes les gares et qui étaient obligés de s'arrêter pour dételer des wagons, les refouler sur une voie de débord, reprendre d'autres wagons et les atteler en faisant attention à l'accostage parce que les voyageurs restaient dans leur voiture. Ce qui explique des temps de parcours d'une longueur extrême. Bon, ensuite, tu as évoqué la mémoire des locomotives américaines. Alors évidemment, il s'agit des 141R, c'est-à-dire des locomotives de type Mikado, à simple expansion, à châssis soudé et à stocker. C'est-à-dire que cela facilitait énormément le travail du chauffeur qui n'avait plus à pelleter plusieurs tonnes de charbon. Et ces 141R, au nombre de 1400, ont assuré un service, enfin tout service de manière absolument fantastique, et elles ont été les dernières locomotives à assurer un service commercial de la SNCF en 1974, qui n'est pas si lointain. Puis ensuite, tu nous as parlé de la mode des autorails. Alors évidemment, cette diversité des autorails
elle posait le problème essentiellement des pièces détachées. Or, tout ceci pour dire que on pourrait prolonger ton propos par l'histoire de l'effort de rationalisation technique qui a suivi ta période. C'est-à-dire, dans le cas des autorails, par exemple, à l'initiative d'un syndicat cheminot, on a créé le premier autorail unifié, le 150 chevaux FNC, puis on a créé toute une série d'autorails unifiés, comme le 300 chevaux, plus connu sous le nom de Picasso, le 600 chevaux, le 825 chevaux, avec des pièces communes. Et ces 4 séries unifiées ont éliminé tous les vieux de Dietrich, de Dion, Bouton, Berlier, j'en passe, et des meilleurs. Même chose pour la vapeur. L'ingénieur Chaplon, dans les fin des années 40, étudiait une locomotive à vapeur qui pouvait assurer 200 km à l'heure en service commercial. Bon, ce qui était énorme. Mais à nouveau, à cause des destructions, des bombardements de dépôts surtout, c'est là que nous avons surtout perdu du matériel roulant. Mais on a également voulu uniformiser en créant la 141P, la 241P, j'en oublie une, la 150P, c'est-à-dire des locomotives qui avaient des organes en commun, des chaudières communes, toujours dans un souci de rationalisation et de standardisation. Alors ma question, c'est une question qui est hantée sur des souvenirs que j'ai que j'ai recueillis. Il y avait des choses qui étaient extrêmement précieuses pendant l'occupation. Alors tout d'abord, le carburant, la coco des Allemands. Bon, alors les Allemands utilisaient des récipients métalliques qui étaient très novateurs pour l'époque, que les Américains ont appelé jerry can. Jerry, ça voulait dire Bosch, et can, ça voulait dire bidon. Donc jerry can, qui est devenu un mot de la langue française, ça veut dire mot à mot bidon des Bosch. Et on raconte que certains étaient assez malicieux pour aller voler des jerrycans chez leurs propriétaires de la Wehrmacht. Bon, de même, c'était également l'époque où les roues de secours étaient généralement vissées sur le coffre arrière et que les pneus étant devenus introuvables, toute voiture stationnée quelques heures se retrouvait rapidement veuve de sa roue de secours. Alors, est-ce que, je ne sais pas si tu as travaillé seulement sur des archives de masse, parce que je sais que c'est ton domaine d'excellence, mais est-ce que tu as complété ça par de l'oralité, des recherches de témoignages et ce genre de choses? J'essaye de. Alors, ça devient compliqué de faire de l'histoire orale directe, parce qu'on a quand même des gens qui ont connu cette période enfant, mais peu d'acteurs vraiment de cette période. Mais on a quand même beaucoup de gens qui ont écrit effectivement leur journal ou qui ont des mémoires sur cette période. Enfin bon, on a un certain nombre de témoignages. Donc effectivement, j'essaye d'utiliser. Bon, j'en ai un petit peu cité là pour, par exemple, cette écrivaine Martin Chauffier. Enfin bon, j'essaye d'utiliser effectivement ce type de témoignage. Bon, il faut que j'aille encore voir du côté d'Amberieux, dans les collections de journaux personnels, ce qu'ils peuvent avoir. Enfin bon, oui, j'essaye d'utiliser ça au maximum, effectivement, parce que bon, les archives qu'on trouve, qui sont surtout des archives administratives, sont évidemment plus sèches. Alors, on a quand même les plaintes de voyageurs. Ça, c'est ce qui est toujours frappant, hein, c'est qu'on pense toujours qu'on est dans une dictature, mais on est dans Vichy, une dictature qui a le souci d'être populaire. Et donc qui est très attentive quand les gens se plaignent. Alors, souvent, on leur répond que, oui, quand ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de train, pas assez de tram, on leur explique qu'on fait ce qu'on peut, que c'est pas possible, qu'on manque de tout, mais quand même, on répond, on est attentif, on essaye de trouver des solutions, parce que, globalement, il ne faut pas mécontenter la population. Il n'y a pas d'élection, hein, sous Vichy, mais quand même... garder un certain soutien de la population. On a tous ces rapports de préfets là, qui suivent l'état de l'opinion publique dans leur département, qui sont soigneusement centralisés à Vichy, etc. Donc on fait très attention, et puis donc on maintient
parce qu'en théorie, il y a beaucoup de choses qui sont interdites, beaucoup de choses qu'on manque, mais on essaye de trouver des solutions pour maintenir des choses. Par exemple, c'était en septembre 42, je crois. Au août 42, il y a une circulaire pour interdire les circulations d'autobus le dimanche, parce qu'on dit oh, le dimanche, les gens ne travaillent pas besoin de faire circuler les autobus, on va économiser de l'essence pour ceux qui roulent encore à l'essence, ou on va économiser du charbon de bois pour ceux qui roulent au charbon de bois, économiser des pneumatiques, etc. Mais le dimanche, c'est le jour des compétitions sportives. Et quand vous regardez, de tous les départements, il y a des championnats, des villes du nord et du sud du département qui jouent les unes contre elles. Il faut bien que les gens se déplacent. Alors, je voyais, cet après-midi, je voyais ça dans les archives, dans les notes que j'avais prises là, aux archives de la Drôme. En juillet 42, je sais plus, un rapport qui dit on a autorisé ce mois-ci 58 dérogations pour des transports de bus pour des compétitions sportives le dimanche. Alors, je dis oui, c'est un peu beaucoup, mais le mois prochain, c'est le mois d'août, ça sera plus calme, il y en aura un peu moins. Mais parce que il faut c'est le pain et les jeux, quoi. Il faut maintenir des activités. Bon, de même les tournées théâtrales. Alors, la plupart des tournées sont condamnées au train, mais il y en a qui se plaignent parce qu'ils disent le train c'est épouvantable, on ne peut pas transporter nos bagages, tout ça, parce qu'ils ont un peu de décor à transporter, tout ça. Bon, c'est très compliqué. Alors, ils réclament d'avoir des autobus, mais ils les ont pas. Mais il y a une compagnie qui est un peu privilégiée, qui est la compagnie du Regain de Christian Casatsus, qui joue des pièces classiques, et elle obtient le droit d'avoir des autocars, et elle tourne. C'est seulement je crois le 5 juin 1944 que elle avait obtenu tout un tas de dérogations possibles. Le 5 juin 1944, je ne sais plus si c'est le préfet ou de la Seine, je ne sais pas quoi, qui leur dit bon, là, cette fois c'est fini, on vous prend vos autobus. Mais jusqu'au 5 juin 1944, ils avaient 3 ou 4 tournées en France avec des autobus qui fonctionnaient. Donc on essaye. C'est frappant quand même de voir que évidemment il y a les exigences des Allemands, il y a tous ces transports forcés, déportation, le STO, tout ça, il faut mobiliser puis transport militaire, tout ça, il faut mobiliser des transports pour des raisons stratégiques, mais on arrive quand même toujours à trouver des moyens pour le reste de la population, enfin pour maintenir une vie. Et finalement, c'est frappant, quoi. Les gens voyagent plus pendant la guerre que pendant nos confinements, par exemple. Alors, j'ai pas de données de Google Mobility pendant la guerre, mais on sait que Google Mobility montre que pendant les confinements, il y a eu une très forte restriction diminution des déplacements. Pendant la guerre, les gens bougent quand même, quoi. Alors c'est plus compliqué, mais enfin bon, les gens des villes vont à la campagne chercher du ravitaillement, on prend le train, on prend le bus. Alors quand on revient chargé de victuailles, c'est d'autant plus compliqué de monter dans les trains. Enfin tout ça est très... Mais bon, on se déplace, quoi. Et on se déplacerait même plus parce que avant la guerre, les gens des villes, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher leurs victuailles dans les campagnes, mais pendant la guerre, si on veut manger, il faut y aller, donc il faut se déplacer. Des questions ? Oui. En tant que témoin de cette période, je peux rappeler mon voyage de Lyon à Albertville par SNCF. Ouais. Il faut rappeler qu'à cette époque, il y avait le couvre-feu. Oui. Quand un train partait à 5h30 du matin, il y avait une solution qui était de coucher à la gare, c'est-à-dire de coucher dans des wagons-lits qui ne bougeaient pas. Ouais. Ça amusait beaucoup les enfants, moins les parents, parce que passer une nuit à la gare, ça représentait un risque, étant donné que c'était la nuit qu'on bombardait les gares. Eh oui. Et je pense qu'on a dû mettre quelque chose comme 4 heures pour aller de Lyon à Albertville, de 5h30 du matin. Mais donc on mettait à la gare à votre disposition des trains de... Oui, si on voulait, alors j'étais avec mes parents, on a couché dans un wagon-lit et il y avait des employés de la Mais il va falloir réserver alors pour ce wagon-lit. Bien sûr, on n'allait pas faire un voyage de Lyon à Albertville sans avoir préparé. Ouais, d'accord. D'autre part...
Et ce voyage à Albertville, c'était un voyage touristique ou C'était pour aller à la montagne. C'est ça. L'été. Ouais. Oui, donc il y avait encore du tourisme. On se déplaçait. Oui, oui. Les vacances. Mm. D'autre part, je peux confirmer l'activité des fiacres Mm. et aussi celle de la ficelle, comme on disait. Oui. Parce Oui. que la ficelle avait un chariot, un wagon sans toit, Mm. où on pouvait mettre les vélos, les motos, les voitures d'enfants bien entendu, Mm. et même parfois les voitures à cheval. Quand le cheval était trop vieux pour monter à la Croix-Rousse, il pouvait en descendre, mais il remontait par ce qu'on appelait le truc, c'est-à-dire le frappe. Ouais, aujourd'hui, on peut encore mettre son vélo dans le métro ligne C à certaines heures. Pas de cheval. Pas les chevaux, c'est plus compliqué. Monsieur avait demandé, là, un peu vous après. Alors, 40-44, c'est la période de la guerre. Et alors, pour le matériel militaire, pour les camions, les chars, alors pour les Allemands avaient les jerrycans, et comment les remplissaient-ils? Et les Français, il y avait quand même des camions, la résistance avait des camions, et comment faisait-il pour trouver de l'essence? Alors, il y avait quand même un peu d'essence. Bon, j'ai dit qu'on avait qu'à bord quelques stocks qu'on a géré. Parce que on a fait des pénuries très tôt justement pour gérer ces stocks au mieux. Et puis, notamment tous les stocks qui étaient dans la zone sud, les Allemands ils n'ont pas touché jusqu'en novembre 42. Donc, on avait quand même de l'essence. Et puis, on a réussi à avoir un petit peu quand même. J'ai dit qu'il n'y avait aucune importation, c'est pas complètement vrai. Il y a un peu d'arrivée d'essence de Roumanie, mais qui passe par l'Allemagne. Ça peut pas être par la voie maritime parce qu'on a fait une tentative et les pétroliers avaient été coulés. Donc ça passe par des trains et qui passent par l'Allemagne. Donc les Allemands en prélèvent en passage, mais on arrive à en avoir un peu. Donc il y a quand même, évidemment, il y a beaucoup moins d'essence qu'avant la guerre. Vous avez vu les chiffres, quoi. C'est même pas un dixième, mais comme on rationne énormément, on en a quand même un peu. Donc on arrive quand même à faire effectivement rouler des voitures et puis, enfin, évidemment, les personnes un peu privilégiées. Je sais pas, par exemple, si vous lisez les mémoires de Paul Morand qui a été au cabinet de Laval en 42-43, Paul Morand, il vous raconte qu'il prend sa voiture pour aller se promener à la campagne. Enfin, ça a l'air pour lui complètement normal, quoi. Et c'est pas un gazogène. Il y a quand même un peu d'essence pour certains. Mais c'est quand même très, très rare. Hein. En revanche, je sais pas, Morel Journel, par exemple, qui est quand même un notable lyonnais, il avait eu un temps une autorisation pour sa voiture en tant qu'administrateur de la Banque de France, mais ça n'a pas duré. Et il vous raconte que quand il arrive du train, il faut qu'il rentre à pied ou en tramway bondé, qu'à Paris, il ne trouve pas de taxi, il prend le métro, parce que pour lui, une expérience inhabituelle. Enfin bon, voilà, c'est quand même très... La résistance, alors effectivement, il y a un peu... ils arrivent à avoir un peu d'essence. Alors, il doit y avoir des largages britanniques, il y a peut-être des choses effectivement confisquées aux Allemands, enfin, des entreprises qui leur en donnent parce qu'elles en ont un peu. Enfin, bon, oui, c'est pas des grosses quantités, mais enfin, la résistance doit, à mon avis, sauf à l'extrême fin de la période ou au moment de la libération, mais sinon, la résistance, massivement, ils prennent le train. Enfin, je sais pas, Moulin, il n'a pas écrit un journal au jour le jour, mais d'après ses biographes, j'ai pas d'indication comme quoi il aurait pris une seule fois une voiture. Hein. À chaque fois, il prend le train. Quand il va à Paris ou partout, c'est toujours en train. Globalement, les gens prennent le train. Hein. Donc, non, c'est quand même très, très restreint. Mais effectivement, il y a quand même un peu d'essence. C'est pas zéro. Quand on voit dans les archives que les contingents d'essence, c'est vraiment très, très restreint. Par exemple, trouvé dans les archives du Rhône, le recteur de Lyon se plaint qu'on lui attribue 10 litres d'essence par mois. Et il explique, mais comment je peux faire le tour de mon académie jusqu'à Ferney-Voltaire avec 10 litres d'essence par mois. Surtout que les consommations des voitures à l'époque, c'était pas 4,5 litres au 100. Hein, donc il allait pas bien loin avec 10 litres d'essence. Oui, donc le recteur lui-même, et quand les gens, il réclame, mais il n'obtient pas pour autant satisfaction, parce qu'à chaque fois on lui dit, bah non, mais il n'y a pas, quoi. Donc non, il y a quelques circulations.
j'ai dit que les ministres de Vichy avaient pris donc ces trains spéciaux là, mais ils ont pris aussi beaucoup de voitures. Eux, ils avaient des voitures à essence. Et ils font beaucoup d'allers-retours entre Paris et Vichy. On a des témoignages de certains d'entre eux. En plus, ils voient qu'ils roulent très vite. Alors ils se vantent, ils vont plus vite que le train. Il y a quelques-uns qui ont des accidents. Bichelonne manque de se tuer dans un carrefour. Bon, voilà, on a même maintenu un peu de circulation aérienne jusqu'en zone sud, zone non occupée, jusqu'en novembre 1942. Il y avait un avion, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y avait un avion qui faisait tous les jours Lyon, Vichy, Toulouse, Marseille, dans les deux sens. Un avion de ligne, alors qui était... normalement, il fallait réserver... Enfin, l'usage était réservé à des gens qui pouvaient justifier d'un besoin. Mais on a maintenu cette circulation. Il y avait des circulations vers la Corse, vers l'Algérie. C'est seulement en novembre 1942, avec l'occupation de la zone sud, que les circulations aériennes s'interrompent. Après, il n'y a pratiquement plus de vols. Mais bon, voilà. Donc, alors, là, on a justement pour l'aérien, c'est pareil. Bon, c'est une essence, c'est pas du kérosène à l'époque parce que c'est pas des réacteurs, mais c'est une essence d'aviation quand même particulier. Et ils ont des stocks et ils gèrent très prudemment leurs stocks pour maintenir une circulation. Mais justement, à l'automne 1942, là, juste avant l'occupation de la zone sud, ils commencent à pleurer parce que les stocks s'épuisent. Et bon, du coup, les Allemands règlent le problème, ils occupent la zone sud et ils interdisent toute circulation aérienne, mais de toute façon, ils arrivent à un moment où il n'y avait presque plus rien là, en stock. Mais bon, voilà, donc on a quand même un petit peu, mais bon, ça reste quand même... avoir de l'essence, c'était un privilège rare, quoi. Monsieur ? Dans les trains, combien y avait-il de classes ? 3 classes. Et 3 classes. 3 classes, oui. Ça a changé en 56. Ouais. Mais bon, visiblement, hein, les témoignages, c'est que même si on est en première classe, c'est bondé partout, quoi. Donc on voyage souvent debout. Enfin, c'est très très difficile. Et puis, évidemment, au fur et à mesure de la période, les trains arrivent de moins en moins à l'heure. Là, notamment, j'ai regardé les archives des tournées théâtrales. Il y a les archives des tournées barrées là, qui ont été versées à Paris. Ils se plaignent beaucoup. Il y a c'est l'automne 1943, je crois qu'il faisait une représentation à Mâcon. Le lendemain, ils devaient aller jouer à Grenoble. Et ils sont bloqués à Lyon parce que leur train de Mâcon est arrivé avec beaucoup trop de retard. Ils ont raté le dernier train pour Grenoble. Et ils arrivent à trouver un camionneur qui les emmène quand même de Lyon à Grenoble, à la place du train. Et puis ils arrivent à Grenoble à 19h45 pour apprendre que le préfet vient de décider un couvre-feu à 20h. Donc du coup, la représentation est annulée. Mais même ça, les couvre-feux, c'est ça qui est frappant aussi, c'est que par rapport à ce qu'on a vécu pendant les confinements, à Lyon, les couvre-feux sont en général à 23h. Alors à Lyon, régulièrement, ils sont avancés quand il y a des attentats contre les Allemands. Dans ce cas-là, ils passent à 19 ou 20h. Alors là, du coup, ça complique pour tout ce qui est spectacle, etc. Mais ça ne dure pas longtemps. Au bout de 10 jours, le préfet assouplit son arrêté et revient à couvre-feu à 23h. Parce que visiblement, on se rend compte que c'est la cocotte minute, quoi, avec la population. Déjà que les gens sont privés de beaucoup de choses, qu'ils ne mangent pas à leur faim, etc. Si on les empêche de sortir, et puis il y a toujours le risque que tout cela alimente le mécontentement, la résistance, le soutien à la résistance, etc. Donc on fait preuve de... Bon, quand il y a un attentat mortel contre des soldats allemands, on marque le coup, on sanctionne, ou au moins le quartier où a eu lieu l'attentat, mais pas trop longtemps, parce que et on voit vraiment que la mobilité, le fait que les gens, c'est important, quoi. Il faut. Oui. Et avant, je voudrais revenir sur l'histoire des classes, pour être plus précis. Il existait 3 classes jusqu'en 1954.
c'est l'année de l'abolition de la 3e classe, et les voitures étaient référencées soit A, soit B, soit C en fonction de leur classe. Et en 55, ça a été très simple, en 54, on a décidé que les voitures C, désormais, seraient des voitures B. Ça n'a pas amélioré le confort dans l'immédiat, évidemment. Quand on a construit des voitures de première et de seconde classe ex nihilo, là, bien sûr, le confort s'est amélioré. Judy, oui? Je me demande combien vite après la fin de guerre, on avait encore disponibilité de l'essence. Parce qu'en Grande-Bretagne, le rationnement de l'essence pour les véhicules privés, même pour les gens qui en avaient besoin, continuait jusqu'au milieu des années 50. J'ai des recherches que j'ai faites, par exemple, sur un architecte basé à York, dans le nord de l'Angleterre, qui était chargé d'un projet très prestigieux et important pour le moral, pour lever le moral des gens. C'était la restauration de la cathédrale de Lambeth à Cardiff. Donc, et il a dû organiser très longtemps avant, quand il pouvait descendre, parce qu'il devait descendre en voiture, et avec beaucoup d'autres petits projets qu'il avait, il avait une route assez bizarre, parce qu'il devait mettre tout en même temps, à cause de ce rationnement de l'essence, jusqu'au milieu des années 50. Ouais. Mais alors ça, c'est quelque chose... bon, j'ai l'impression que effectivement, la libération ne marque pas un arrêt du rationnement, ça c'est clair. Ça reste difficile pendant encore plusieurs années, mais j'aurais tendance à dire 2-3 ans. Je pense qu'à partir de 47-48, j'ai l'impression quand même que la situation se normalise assez vite. Alors c'est vrai qu'il faudrait que dans mon travail, que j'ai une dimension comparative, mais je ne vais pas faire la même recherche sur d'autres pays. Il faudrait que je trouve des auteurs qui parlent de ça. Parce qu'effectivement, dans les différents pays européens, alors il est évident que dans les pays qui sont occupés par l'Allemagne, comme la Belgique ou les Pays-Bas, on doit être dans des situations très semblables à la France. Mais évidemment, comment ça se passe en Allemagne? Qu'est-ce qu'il y a comme circulation, par exemple individuelle d'automobile? J'avoue que je ne sais pas très bien. J'ai posé la question à des collègues allemands qui ne m'ont pas donné de réponse vraiment très précise pour l'instant. Qu'est-ce qu'il en est effectivement en Angleterre? Qu'est-ce qu'il en est dans des pays qui ne sont pas en guerre, comme l'Espagne, par exemple, la Suisse? Bon, j'ai l'impression qu'en Espagne, on a les conduites... Enfin, il y a plus de circulation automobile. On a même des circulations... aériennes, puisque par exemple, depuis le Portugal, là, on a des vols qui ont les premiers vols transatlantiques à partir du Portugal qui ont eu lieu à partir de la fin de 1939, et je crois qu'ils ont dû continuer un moins de temps pendant la guerre. Enfin bon, on a un peu moins de restrictions, mais on a sûrement des restrictions quand même, parce que les importations restent quand même, avec le blocus britannique, doivent rester plus compliquées, etc. Et puis, en plus, il doit y avoir la crainte qu'éventuellement, il y ait que l'Espagne donnerait de l'essence aux Allemands, etc. Donc oui, ils doivent être aussi victimes du blocus britannique. Les Britanniques eux-mêmes, bon, c'est eux qui font le blocus, mais oui, c'est clair que l'essence doit être, au moins pour des raisons stratégiques, réservées de manière prioritaire aux usages militaires, etc. Donc il y a des restrictions qui ne sont sûrement pas aussi importantes que dans un pays occupé comme la France, mais il y en a aussi. Et effectivement, pendant combien de temps, ça, c'est pas quelque chose que je sais très clairement. Enfin, ça mériterait d'être étudié, mais pour le coup, c'est une histoire très vaste qu'il faudrait faire. Bon, par exemple, une chose que j'ai regardé aussi, c'est dans le sport, les courses automobiles. Évidemment, il n'y a aucune course automobile organisée en Europe à partir du moment où la guerre commence. Il n'y avait pas encore de Grand Prix de Formule 1, mais il y avait des choses un peu équivalentes. Puis il y avait les 24 heures du Mans, il y avait tout ça. Tout s'arrête dès septembre 1939, là pour le coup. Aux États-Unis, et en Amérique du Sud, on a quelques courses automobiles. On a les Miles d'Indianapolis, etc., qui ont lieu en 1941. Mais les États-Unis ne sont pas encore en guerre à l'époque. On a d'ailleurs quelques pilotes français qui arrivent à aller aux États-Unis pour faire cette course. Qui arrive à convaincre Vichy de les envoyer là-bas.
parce qu'avant que les États-Unis soient en guerre, bon, après, une fois que les États-Unis rentrent en guerre, ça s'arrête. Donc, bon, visiblement, c'est quand même aux États-Unis, on a du pétrole sur place, etc. Mais il doit y avoir quand même des restrictions. Mais je ne sais pas dans quelle ampleur. Et effectivement, votre témoignage là, sur l'Angleterre est intéressant, bon, étonnant au milieu des années 50, mais c'est possible. Et l'autre chose en Angleterre, c'était qu'en ville, on continuait à utiliser les chevaux pour beaucoup de frais. Je me souviens, je crois jusqu'à 60, nous avions encore le lait était délivré Ouais. par Ouais. avec les chevaux, parce que c'était quelque chose de très très moderne, quand le cheval était remplacé par une petite cloque électrique. Et je me souviens, c'était très bien, en centre-ville à Londres, on pouvait rencontrer le cheval et donner un confort. Ouais. Oui, tandis que, bon, à Lyon, je ne pense pas que les fiacres aient duré très longtemps après la guerre. Non, mais la livraison à cheval, le Saint-Bernard, Oui. Bon, je sais que j'ai vu dans les archives que le service des cimetières à Lyon avait pendant la guerre des chevaux pour transporter les cercueils. Oui, bon, combien de temps ça? On est monté par la ficelle. la livraison à cheval à Lyon, ça, Ils avaient arrêté la ficelle du mort. Mais je vois que j'ai une salle qui a plein, qui pourrait faire beaucoup de témoins. Hein. J'ai un souvenir très précis de 1961. Ouais. En 1961, j'étais amené tous les matins à longer le marché Saint-Antoine. 50% des marchands avaient encore des chevaux en 1961. Le reste, c'était des tubes, des camionnettes Peugeot, ce genre de choses. Mais 50%. Oui, de même que la vapeur a effectivement, comme tu disais, moi j'ai souvenir enfant d'avoir vu encore des vapeurs au triage de Saint-Pierre-des-Corps. Ah oui, bien sûr, bien sûr. 74, la fin de la vapeur. D'autres questions? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à te remercier une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour vos témoignages, parce que ça, c'est très...